Francesco Saraceno, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du département des études de l'OFCE. L'un de vos thèmes de recherche, c'est la politique européenne. Et on va parler des divergences européennes à l'occasion des 60 ans du traité de Rome. Traité de Rome qui avait pour objectif la convergence des économies des pays membres. Alors aujourd'hui, on est quand même assez loin de ces objectifs, il me semble. En tout cas, quel est le constat que l'on peut faire sur ces divergences? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut faire un double constat, en fait. Si on prend une perspective longue, donc on se met sur la durée, chose qui est... L'occasion nous est donnée par les 60 ans du traité de Rome. Oui. Le constat est qu'il y a eu convergence, c'est-à-dire que l'intégration européenne a plutôt bien marché pour faire si que les pays les plus pauvres dans les années 50 et 60 puissent avoir des taux de croissance plus importants que les pays riches et donc avoir une convergence des niveaux de vie, des revenus par tête, etc. Donc moi je dirais que c'est très utile en fait d'avoir une perspective longue au vu des difficultés que l'Europe connaît aujourd'hui parce qu'elle nous permet d'avoir un constat qui reste positif sur les années, sur les décennies en fait. Après, ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas de problèmes, c'est-à-dire que le mécanisme s'est enrayé depuis la crise. Exactement, depuis la crise, peut-être un peu plus tôt, c'est-à-dire depuis qu'on a construit une monnaie unique, on en parlera, qui n'avait pas tous les mécanismes en place pour faire si qu'il n'y ait pas de divergence. Alors là, on a commencé à avoir des problèmes. Et ces problèmes sont devenus très sérieux. Bon, depuis la crise, il y a les centres et la périphérie, comme on les appelle d'habitude, qui ont divergé et qui aujourd'hui sont en conditions très différentes. Il y a une partie de la zone euro qui va plutôt bien, et qui se remet en marche après la crise, et une partie de la zone euro, notamment la périphérie, mon pays l'Italie, mais la Grèce et l'Espagne aussi, qui ont beaucoup plus de peine, même à revenir au niveau d'avant-crise. Il y a l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal sont tous des pays qui n'ont pas encore atteint les niveaux d'avant-crise. Mais alors, par quel mécanisme est-ce qu'on en est arrivé là? Vous soulignez l'importance de l'euro quand même dans cette situation. Oui, moi je crois que la monnaie unique, c'était un projet politique avant qu'économique qu'il fallait faire et dont il fallait assurer les conditions pour qu'il fonctionne bien. C'est qu'on a, à mon avis, pas fait. Et on a mis en place en fait une monnaie unique et on a du coup pensé que toutes les différences entre les pays étaient effacées par ça. Donc c'est comme une illusion. Comme une illusion collective qui a pris, c'était vraiment généralisé, les marchés, les policy makers, les académiques, les économistes. Donc il n'y avait pas grand monde pendant les années 2000 qui disait qu'il y avait des soucis liés à l'euro. Donc la Grèce était devenue comme l'Allemagne, l'Italie était devenue comme les Pays-Bas. Bon, ce n'était pas vrai. Et donc, mais cette illusion a fait si que des pays qui avaient des différences structurelles, donc des pays où il y avait un excès d'épargne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, etc., et des pays qui avaient des excès de demande, donc il y avait des économies qui n'avaient pas de capacité à produire suffisamment pour couvrir la demande, et pouvaient échanger des capitaux, et donc il y avait des flux de capitaux qui partaient du nord et allaient vers le sud, ça créait des bulles, ça créait de l'inflation, qui rendait moins compétitifs les pays du sud, et ça faisait si qu'il y avait des déséquilibres qui se cumulaient. Et en fait, on les voyait, ces déséquilibres, on pouvait les voir par les déséquilibres externes, par l'endettement des pays de la périphérie vis-à-vis des pays du centre. Cet endettement, pendant quelques années, on a considéré que c'était plutôt une bonne nouvelle parce que ça voulait dire que le capital allait où il était plus productif. Et en fait, non, ça cachait le financement de bulles et d'excès de dépenses qui ont, à la fin, éclaté en 2010. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour refaire converger les pays membres de l'Europe? Quels sont les outils de politique économique à notre disposition? Commençons par dire ce qu'on a fait jusque-là. Allez-y. Ce qu'on a fait jusque-là, c'est d'identifier ces déséquilibres avec une compétitivité qui était principalement une compétitivité de prix. Et donc, on a essayé d'induire de la déflation et dans les pays de la périphérie par la combinaison des politiques d'austérité et des réformes structurelles, ce qui a porté effectivement à une convergence des prix, mais qui est aussi en train de tuer la croissance potentielle de ces pays. Et donc, encore une fois, de les faire diverger des pays du centre. Et il y a d'autres choses qu'on pourrait faire, c'est-à-dire on pourrait considérer que l'euro n'est pas une zone monétaire optimale. Il n'a jamais été, personne n'a jamais pensé que c'était une zone monétaire optimale. Et donc, il faut aller voir
dans la littérature des années 60, quand on discutait de ces choses-là, Mandel, Keynes, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la flexibilité des marchés, il y a des politiques qui restent différenciées, donc on revient à des politiques nationales, et il y a des systèmes, des mécanismes de solidarité et de transferts entre les pays. Moi, je voudrais faire remarquer ici que même dans un pays comme les États-Unis, où les marchés sont beaucoup plus flexibles, où il y a beaucoup plus de capacités, par exemple, de mobilité du travail, il n'y a pas de problèmes de langue, de culture, etc. Même dans ces pays-là, on n'arrive pas à plus que 40-50% des chocs absorbés par le biais de la flexibilité. Et le reste est absorbé par des mécanismes de transfert entre les États. Et là, on a plusieurs pistes, que probablement aucune d'entre elles pourrait suffire pour rééquilibrer les différences dans les cycles des différents pays. Il faudrait les mettre en place toutes. Donc, des investissements faits avec des eurobonds ou en tout cas des mécanismes de financement communs, une union bancaire qui marche vraiment et donc du coup une assurance dépôt qui soit vraiment européenne et qui ne reste pas nationale. Des mécanismes de transfert, encore une assurance chômage européenne qui s'additionne aux assurances chômage de chaque pays. Tout ça, chacune de ces solutions ne serait pas suffisante. Si on les prend toutes dans leur ensemble, probablement elles pourraient nous conduire à insérer dans les systèmes des mécanismes de convergence automatique. Comme quoi les divergences ne sont pas une fatalité. Loin de là. Merci beaucoup Francesco Saraceno pour cet éclairage. Merci. Merci à vous.